Bienvenue dans la salle du jeu de paume du château de Chantilly qui abrite jusqu'au 2 octobre 2022 la grande exposition Albrecht-Dürer, Gravure et Renaissance. Une exposition qui est reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture, qui est co-organisée par le Musée Condé de Chantilly et la Bibliothèque nationale de France et qui est soutenue par la Getty Foundation. Alors, cette exposition est consacrée à Albrecht-Dürer, donc ce grand maître de la Renaissance nordique qui naît à Nuremberg en 1471 et qui meurt à Nuremberg en 1528. Albrecht-Dürer est véritablement l'artiste qui va plonger le monde germanique dans cette ère nouvelle de la Renaissance, et c'est cet aspect-là que se propose d'observer et d'étudier l'exposition. La préparation de l'exposition a duré plusieurs années et grâce à tout ce travail préalable, on a pu découvrir ou redécouvrir bien des aspects de l'œuvre de Dürer et notamment tous ces phénomènes de reprise qui sont vraiment au cœur de l'exposition entre Dürer et les autres, où on voit que les échanges sont incessants entre tous ces artistes de la Renaissance qui sont foncièrement internationaux dans leur ambition, et on ne compte plus les motifs que Dürer a empruntés aux autres ou les influences qu'il a pu exercer auprès de ses contemporains. Et c'est toute l'exposition qui est bâtie autour de cette dialectique. Albrecht-Dürer est un artiste accompli, c'est un peintre, mais c'est aussi un dessinateur et c'est aussi, et peut-être même surtout, un graveur. Albrecht-Dürer fait vraiment de la gravure son médium de prédilection. C'est le domaine artistique où il est le plus prolifique. C'est dans la gravure qu'il va nous livrer ses compositions les plus inventives et les plus originales d'un point de vue de l'iconographie. C'est aussi par la gravure que Dürer va véritablement marquer son temps. Et l'ambition de l'exposition est aussi de replacer ce maître, Albrecht-Dürer, dans son contexte, c'est-à-dire de montrer à la fois de quel maître, de quelles influences il se nourrit, et de montrer aussi quelle influence, à son tour, il exerce sur ses contemporains, et cette influence, il l'exerce principalement grâce à la gravure, puisque ces gravures, les gravures d'Albrecht-Dürer, circulent dans l'Europe entière très rapidement et vont vraiment inonder les foires internationales, et tous les artistes vont prendre modèle sur ces gravures d'Albrecht-Dürer. Donc la gravure, c'est une technique qui voit le jour vers 1400 dans le sud de l'Allemagne. La première technique à être mise au point, c'est la technique de la gravure sur bois que Dürer va employer et va vraiment contribuer à hisser à un niveau artistique jamais atteint avant lui. Et la deuxième technique que Dürer va particulièrement bien maîtriser, c'est la technique de la gravure sur cuivre, la technique de la gravure au burin. Et cette technique est encore plus récente puisque c'est une technique qui est mise au point dans les années 1440 dans la vallée du Rhin. Donc dans ce préambule, on présente un maître en particulier qui est l'un des premiers peintre avant Dürer à s'approprier la technique de la gravure sur cuivre, et ce peintre c'est Martin Schongauer, un maître qui va aussi avoir une importance capitale dans la formation de Dürer et qui va rester un modèle pour Dürer durant toute sa carrière. Et ce qu'on montre aussi dans cette section, et c'est pour ça qu'on a intitulé cette section La révolution de l'estampe, c'est on montre combien l'estampe, donc ce médium récent, va très rapidement prendre une ampleur absolument considérable. Et l'estampe, parce que c'est un médium du multiple et de l'échange, par essence, va vraiment très rapidement circuler, une circulation très rapide et une circulation très étendue d'un point de vue géographique, et c'est justement ce qu'on veut montrer avec le cas particulier de Martin Schongauer. Martin Schongauer est un maître qui est actif à Colmar, et ses estampes sont très rapidement copiées, à la fois par les maîtres germaniques, par les maîtres flamands, mais aussi ces estampes se retrouvent en Italie, et notamment à Florence. On sait que les apprentis peintres s'initient à l'art du dessin en copiant les estampes de Martin Schongauer. Et dans cette section, on montre un cas particulier, qui est le cas de l'agression de Saint-Antoine,
donc gravé par Martin Schongauer dans les années 1470-1473, qui est une de ses œuvres les plus remarquables, où le maître montre tout son talent pour la pratique de l'outil, mais aussi son inventivité esthétique et iconographique. Et c'est une estampe qui tout de suite va être copiée. Elle va être copiée par des graveurs nordiques, par des graveurs flamands, c'est ce qu'on montre ici. Elle est copiée aussi à Florence, on montre une reproduction d'un tableau attribué à Michel-Ange. Vasari nous dit que Michel-Ange, dans l'atelier de Ghirlandaio, alors qu'il est un apprenti, travaille d'après les estampes de Martin Schongauer et particulièrement copie cette agression de Saint-Antoine. Et on présente aussi à cet endroit-là ce très beau dessin d'Albrecht Dürer, qui est donc le dessin qui accueille le visiteur dans l'exposition, qui est une tête de vieillard, à la datation incertaine, peut-être vers 1505, et qui est très intéressante puisqu'on voit que la tête de vieillard d'Albrecht Dürer est directement inspirée de la tête du Saint-Antoine de Martin Schongauer. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est de regarder plus précisément l'expression exacte du vieillard de Dürer et du saint de Martin Schongauer, et on se rend compte que Dürer réinterprète toujours. Il n'est jamais dans la copie servile, c'est un génie exceptionnel et il parvient toujours à réinterpréter. Et ici, on voit bien qu'il change complètement le regard du vieillard, alors que chez Martin Schongauer, le Saint-Antoine est résigné, il est agressé par les démons, c'est un saint résigné, mais c'est un saint aussi fatigué, c'est un saint las. Le vieillard de Dürer, au contraire, a une expression extrêmement forte, c'est un vieillard qui conserve toute sa puissance et toute sa détermination. Dans cette section, on entre véritablement dans les premières années de création artistique d'Albrecht Dürer et dans ses années de formation à Nuremberg. À cette époque, Nuremberg, c'est un carrefour commercial. Donc c'est une ville où réside une élite patricienne, une élite marchande et aussi une élite intellectuelle. En raison de ses liens commerciaux avec le monde et notamment avec l'Italie et l'Italie du Nord, Nuremberg est une ville très ouverte sur le monde, sur l'Italie et aussi sur les idées humanistes et sur les ambitions humanistes qui se développent à cette même époque, notamment en Italie. Donc Dürer est véritablement le fruit de ce milieu. Il est proche des principaux humanistes de la ville et Dürer est aussi formé par un maître très important qui est Michael Wohlgemuth, qui est le plus grand peintre de la ville. Et ce maître a vraiment une importance déterminante dans le parcours artistique d'Albrecht Dürer. C'est auprès de ce maître que Dürer va s'initier à l'art de la peinture. C'est aussi auprès de ce maître que Dürer va découvrir et va probablement avoir ses premiers contacts approfondis avec la technique de la gravure sur bois, puisque Michael Wohlgemuth est un peintre, mais c'est aussi un graveur sur bois. Et c'est un graveur sur bois qui justement travaille à peu près au moment des années de formation de Dürer, à l'illustration du plus ambitieux ouvrage imprimé illustré de l'époque, qui est les Chroniques de Nuremberg. Et donc c'est pas un hasard si Dürer, à peine quelques années plus tard, choisit comme médium de prédilection l'estampe. Nuremberg est donc une ville qui est ouverte sur l'Italie. L'élite patricienne de Nuremberg est formée dans les universités d'Italie du Nord. Donc il y a vraiment des liens très très étroits. Les grands marchands de Nuremberg collectionnent les objets venus d'Italie. Et Michael Wohlgemuth est aussi un peintre et un artiste qui est au contact de cet art italien. Et on présente ici un focus particulier et très important pour la formation de Dürer. C'est probablement son premier contact direct avec des œuvres d'art italiennes. Et en l'occurrence, ce sont ces célèbres gravures sur cuivre appelées les tarots de Mantegna. C'est une appellation impropre puisque ce ne sont ni des jeux de cartes ni une œuvre gravée par Andrea Mantegna, mais on continue d'employer ce terme qui reste bien pratique. Donc ces tarots de Mantegna, c'est une œuvre très importante pour l'histoire des origines de la gravure italienne. Ce sont probablement parmi les premiers burins gravés en Italie du Nord. C'est une suite d'une cinquantaine de figures allégoriques, donc un ensemble probablement à visée encyclopédique et humaniste. Et ce qui est intéressant, c'est que cette série-là se retrouve dans l'atelier de Michael Wohlgemuth dans les années 1490. Et on sait que le maître, Michael Wohlgemuth, va les copier en gravure sur bois. Ce sont les reproductions qu'on présente ici. Il les copie pour servir d'illustration à un ambitieux ouvrage humaniste, tellement ambitieux qu'il restera inachevé et n'est jamais publié.
Et à cette occasion-là, Dürer, lui aussi, a donc sous les yeux et entre les mains ses originaux, ses gravures italiennes originales, et il en réalise plusieurs copies dessinées. On conserve aujourd'hui dans le monde 21 dessins de la main de Dürer d'après ces tarots de Mantegna, et on en présente dans l'exposition 3, donc 2 qui sont conservés au musée du Louvre et un la fois qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Et il est très instructif de comparer finement les originaux, les burins italiens gravés en Italie du Nord, les copies sur bois par le maître de Dürer, Michael Wohlgemuth, et les dessins d'Albrecht Dürer. Cette confrontation fine permet de savoir que Dürer avait véritablement sous les yeux les originaux et non pas les copies de son maître. Et cette comparaison fine montre aussi tout le génie artistique de Dürer, qui est jeune à cette époque-là. On est dans les années 1494-1495. Et encore une fois, il parvient à se détacher de son modèle. On le voit dans les 3 exemples qu'on présente ici. Il donne plus d'ampleur aux figures. Dans le cas de la foi, il accentue le contrapposto. Il donne plus de dynamisme, plus de vitalité et tout simplement plus de vie, ce qui est bien la marque d'un grand génie. Les premiers contacts de Dürer avec l'art italien ne se limitent pas aux gravures des tarots de Mantegna. Une étude minutieuse de son œuvre montre qu'il avait aussi connaissance de l'œuvre de 2 des plus grands peintres graveurs italiens du Quattrocento, Andrea Mantegna et Antonio Pollaiolo. Et donc on présente dans l'exposition cette magnifique et monumentale gravure sur cuivre d'Antonio Pollaiolo, qui est la seule gravure que le maître nous a laissée, mais qui est une œuvre absolument déterminante, qui est une œuvre qui a eu un succès immédiat, qui a été tiré à de très nombreux exemplaires, et on voit bien que Dürer cite certaines de ces figures. Donc c'est un exercice de style pour Antonio Pollaiolo, c'est véritablement une œuvre qui résume à elle seule l'esprit de la Renaissance, avec cette attention portée à la représentation des corps nus, à la représentation des corps nus avec des poses un peu exagérées, exacerbées, et une ambition de représenter le corps sous toutes les vues possibles. Et Dürer est véritablement marqué par une œuvre comme celle-là, et on peut donc supposer qu'il l'a vue à Nuremberg durant ses années de formation. De la même manière, et cette fois on le sait de façon certaine, qu'il a eu accès à des estampes d'Andrea Mantegna, et notamment aux estampes qui représentent les scènes de bacchanal et la scène de combat des dieux marins, et on le sait avec certitude parce que Dürer réalise des copies dessinées de 2 de ces estampes. Alors nous montrons dans l'exposition les gravures d'Andrea Mantegna qui ont servi de modèle à Albrecht Dürer. L'exposition montre de manière exceptionnelle toute la suite de l'Apocalypse d'Albrecht Dürer. Nous sommes en 1498 et Dürer va marquer un grand coup qui va vraiment précipiter sa carrière et le propulser au premier rang sur la scène internationale. Il s'agit d'une suite consacrée à l'Apocalypse, donc ce texte de Saint Jean, sa vision à Patmos de la fin des temps, qui est traduite ici dans des gravures de grande dimension sur bois qui vont révolutionner l'histoire de l'art. Vous avez toutes les étapes de cette fin des temps qui sont traduites en gravure, et de manière ici exceptionnelle, Dürer, qui a 27 ans, qui revient de ses voyages en Rhénanie, qui a vu les Italiens, qui a vu les gravures aussi italiennes, va opérer une synthèse révolutionnaire en ne s'associant ni avec un éditeur ni avec un imprimeur. C'est lui-même qui va prendre tous les risques. C'est une sorte de livre d'artiste qui va mettre vraiment à la première place les gravures sur bois qui vont prendre le pas sur le texte, qui est repoussé à l'arrière de la gravure. Et ici, en 15 étapes, vous avez cette fin du monde qui est traduite de manière tout à fait fantastique, fantasmagorique d'une part, mais d'autre part, Dürer va ancrer ces scènes dans une réalité, dans un réalisme tout à fait étonnant, avec cette technique qui est tout à fait virtuose, cette technique de la gravure sur bois, qui permet vraiment de donner beaucoup de tridimensionnalité au personnage, qui permet également de traduire des phénomènes météorologiques tout à fait fantastiques, et puis une série aussi qui permet de traduire toutes les synthèses opérées par Dürer,
qui s'est nourri d'Andrea Mantegna, qui s'est nourri de Martin Schongauer. Et donc ici et là, on a des réminiscences de ces grands maîtres de la gravure du XVe siècle. C'est surtout une série, l'Apocalypse, qui va marquer toute l'histoire de l'art et jusqu'au XXe siècle. On pense aux cavaliers de l'Apocalypse, on pense à la grande prostituée de Babylone, des scènes qui vont véritablement propulser Dürer sur la scène internationale. Alors on est ici dans la section consacrée au rapport que Dürer a entretenu avec Jacopo de Barbari, puisque c'est aussi un fil rouge de l'exposition que d'offrir ces confrontations entre Dürer et un de ses contemporains. Donc Dürer, c'est l'artiste germanique, né à Nuremberg, mort à Nuremberg, mais qui fait au moins une fois, peut-être 2 fois, le voyage en Italie. Il se rend à Venise et il regarde les maîtres italiens dès sa formation et durant toute sa carrière. Jacopo de Barbari, à l'inverse, c'est un artiste vénitien qui, lui, va faire le chemin dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il va se rendre en Allemagne. Il est appelé par l'empereur Maximilien à Nuremberg en 1500, donc il se trouve à Nuremberg en 1500. Il est ensuite actif pour le prince électeur de Saxe à Wittenberg, pour Frédéric III le Sage, et il termine sa carrière dans les Flandres au service de Marguerite d'Autriche et il meurt à Bruxelles en 1516. Donc les deux sont vraiment emblématiques de ce qu'est cette Renaissance et aussi de ce qu'est l'artiste voyageur de la Renaissance qui passe les Alpes et se rend tantôt dans le monde germanique et tantôt en Italie. Les deux artistes sont aussi strictement contemporains. Peut-être sont-ils à Venise au même moment. Ils sont en tout cas à Nuremberg au même moment, en 1500. Peut-être ils se rencontrent aussi à Nuremberg en 1504. Et leurs échanges sont vraiment très très féconds. Et leurs œuvres montrent bien qu'ils se sont côtoyés, qu'ils ont regardé respectivement leurs œuvres. Il y a un véritable échange artistique qui s'est noué entre ces deux artistes. Et donc dans cette section, on présente une série de duos d'œuvres, une œuvre de Jacopo de Barbari et une œuvre de Dürer, afin de montrer cette communauté artistique et cette communauté stylistique. Il faut aussi avoir conscience que la proximité entre les deux artistes est telle qu'il est parfois difficile de savoir lequel des deux a influencé l'autre. C'est-à-dire que dans le cas, et c'est en réalité souvent le cas, où leurs estampes ne sont pas datées, on a bien du mal à identifier quelle estampe a été gravée la première. Ce qu'on présente aussi dans cette exposition et qui est absolument exceptionnel, donc c'est ce monumental plan de Venise, une vue de Venise à vol d'oiseau plus exactement, qui est gravé par Jacopo de Barbari. C'est une œuvre exceptionnelle à plusieurs titres. Déjà par ses dimensions, aucune estampe de cette époque n'atteint ces dimensions. C'est une prouesse technique que de réussir à graver et à imprimer, surtout, une estampe de cette dimension. Et c'est aussi une œuvre assez exceptionnelle pour les historiens de l'estampe, puisque c'est une œuvre qui est bien documentée, ce qui est assez rare pour l'histoire de l'estampe ancienne. C'est-à-dire qu'on sait par les archives que cette œuvre est imprimée à Venise en 1500, puisque l'éditeur, c'est-à-dire la personne qui prend en charge, notamment financièrement, cette impression, nous laisse des traces écrites dans les archives. Il nous dit que c'est un travail qui lui a coûté énormément de temps et aussi d'argent, que c'est 3 années de travail pour réussir à imprimer une telle œuvre, et il demande d'obtenir un privilège auprès de la ville de Venise. Donc c'est vraiment une œuvre exceptionnelle à tout point de vue, point de vue matériel, point de vue historique et point de vue stylistique et artistique évidemment. C'est une gravure sur bois gravée d'après un dessin de Jacopo de Barbari. Il y a un domaine en particulier où les relations et les échanges entre Dürer et Jacopo de Barbari ont été particulièrement féconds, c'est celui de l'étude du rendu des proportions du corps humain. Et c'est Dürer lui-même qui nous le dit dans ses écrits, puisque nous avons la chance que Dürer ait été un artiste assez bavard. Il nous a laissé beaucoup d'écrits, des écrits théoriques, de la correspondance, des chroniques familiales. Et dans ses écrits, Dürer nous dit que Jacopo de Barbari a été un modèle déterminant pour l'étude du rendu du corps humain. Et donc dans cette section, on présente plusieurs nus
à la fois de Dürer et de Jacopo de Barbari, qui montrent cette émulation qui a eu lieu entre les deux artistes. Et l'aboutissement, pour ainsi dire, de la réflexion de Dürer sur le corps humain, qui a été vraiment une obsession dans sa carrière, c'est cet Adam et Ève, donc cette exceptionnelle gravure gravée en 1504, qui est à la fois l'aboutissement des réflexions de Dürer sur la représentation du corps nu, donc le corps masculin et le corps féminin, avec un corps d'Adam qui est très influencé à la fois par les œuvres de Jacopo de Barbari, mais aussi par l'art antique, et notamment par la sculpture de l'Apollon du Belvédère, qui est découverte quelques années auparavant. Et c'est aussi une œuvre absolument magistrale d'un point de vue de la technique du burin. Il faut bien avoir en tête que aucun graveur avant Dürer n'avait maîtrisé à ce point la technique du burin. Il mène la gravure sur cuivre à un niveau artistique jamais atteint avant lui, et en réalité qui ne sera pas non plus atteint après lui. Alors Dürer est un artiste voyageur et il se rend notamment à Venise. Il se rend à Venise peut-être une première fois en 1494-1495, mais ce qui est certain, c'est qu'il se rend à Venise de 1505 à 1507. Ce voyage à Venise est bien documenté par la correspondance qu'il entretient alors avec ses amis restés à Nuremberg, et on sait, grâce à cette correspondance, comment il est accueilli à Venise. Ce qui est intéressant, c'est que Dürer, donc qui est encore une fois dans sa posture d'artiste humaniste, justement apprécie d'être un artiste à Venise, et il dit ici je suis un prince, là-bas à Nuremberg je suis un parasite. À Venise, il est surtout apprécié quand il arrive pour ses gravures. Il nous dit que tous les artistes de la ville copient partout, dans les églises, dans la rue, copient ses estampes, mais que les artistes au début le méprisent un peu pour son activité de peintre et pour son maniement des couleurs. Et justement, quand il arrive à Venise, il va recevoir une commande très importante qui lui permet de montrer à tous les artistes tous ses talents de peintre également, et c'est ce qu'on évoque avec ce dessin qui représente le Christ enfant tenant une couronne et qui est à mettre en relation avec le grand panneau de la fête de la Vierge du Rosaire, qui est cette commande vénitienne que reçoit Dürer en 1506 et qui est louée immédiatement par tous les artistes de la ville et qui contribue à faire de Dürer un artiste pleinement reconnu à la fois pour ses qualités de peintre et pour ses qualités de graveur. Donc je le disais, à Venise, Dürer est intensément copié, et il y a une copie en particulier qui a particulièrement retenu l'attention des contemporains et aussi de l'historiographie. C'est la copie que réalise Marc-Antonio Raimondi d'après la série de la vie de la Vierge, gravée par Albrecht Dürer. Donc c'est une série, c'est un des 3 grands livres illustrés d'Albrecht Dürer, que Albrecht Dürer grave sur bois. Et Raimondi va copier quasiment l'intégralité de la série sur cuivre. La particularité de cette copie, c'est que c'est une copie extrêmement fidèle, indépendamment donc de ce changement de technique. Et Marc-Antonio Raimondi va jusqu'à copier le monogramme de Dürer, c'est-à-dire que sur les copies de Marc-Antonio Raimondi, on retrouve le célèbre AD, qui est la marque de fabrique d'Albrecht Dürer. Et Vasari nous dit qu'apprenant cela, Dürer est extrêmement mécontent et va intenter un procès à Marc-Antonio Raimondi. Donc c'est une série qui est très célèbre en histoire de l'art, puisque souvent considérée comme le premier procès en matière d'autorité artistique. Alors l'authenticité de cette anecdote n'est pas complètement prouvée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Dürer quand même a une volonté de protection de son œuvre et notamment de ses livres illustrés. Et dans l'édition de 1511 qui paraît de ces 3 grands livres illustrés, La vie de la Vierge, l'Apocalypse et la série de la Passion, Dürer ajoute un avertissement aux copistes. Il interdit à quiconque d'usurper, dit-il en latin, d'usurper son travail et son génie, et il interdit à quiconque soit de copier ces planches, soit de les vendre au sein des frontières du Saint-Empire romain germanique. La deuxième grande série qui est ici exposée à Chantilly est consacrée à la Grande Passion sur bois d'Albrecht Dürer,
une série tout à fait importante dans sa carrière qui a été élaborée en 2 temps. La première série entre 1497 et 1500 et la seconde partie, la seconde campagne de cette série de la Grande Passion vers 1510, donc avant et après le deuxième voyage de Dürer à Venise. Et grâce à cette série, on peut mesurer tout l'avancement et toute l'évolution de la carrière et du style d'Albrecht Dürer, qui va passer d'un style très détaillé, un peu sinueux, très germanique en somme, à quelque chose de plus monumental, de plus classique, de plus italien également. Et donc, grâce à cette série, Albrecht Dürer, là aussi, va propulser sa carrière et puis il va créer un livre à partir de cette série, publié en 1511, qui va être doté d'un frontispice et qui figurera parmi ses best-sellers, hein, tout comme la série de l'Apocalypse qui va être également évidemment diffusée sous forme de livre. Et donc cette grande passion est évidemment une iconographie assez traditionnelle pour tout graveur, notamment au XVe siècle. C'était en quelque sorte le passage obligé, mais Dürer va ici conférer une ambition tout à fait importante et inégalée à cette série de la Grande Passion, hein, qui va évidemment des premières souffrances du Christ jusqu'à sa crucifixion, hein, de la scène jusqu'à la crucifixion. Et Dürer va ici marquer là aussi l'histoire de l'art et tous les artistes de son temps, et on ne compte plus les tableaux, les vitraux, les sculptures qui se sont inspirés dans l'Europe entière de toutes ces scènes de la Grande Passion. Dans ces années 1500-1510, Albrecht Dürer, qui est évidemment actif à Nuremberg, hein, avant et après son second voyage à Venise, est aussi en charge de la réalisation de grands retables pour les patriciens de Nuremberg. Et nous avons la chance à Chantilly, grâce au duc d'Aumale, hein, ce grand donateur qui a fondé le musée Condé et qui a beaucoup aimé les dessins d'Albrecht Dürer, d'avoir ce superbe dessin de présentation qu'on appelle un modello, qu'on soumettait au commanditaire, qui est dû à Albrecht Dürer. C'est l'un des plus beaux dessins de Dürer conservés en France, l'un des plus importants en tout cas, qui montre le retable définitif avant sa réalisation. Nous avons à la fois l'encadrement, tout à fait vénitien dans sa structure, très italianisant, et d'autre part sur le panneau central, nous avons toute la cour céleste réunie. Donc un panneau très ambitieux qui était destiné à Matthäus Landauer, un patricien de Nuremberg qui avait décidé de fonder un hospice pour 12 nécessiteux dans sa bonne ville de Nuremberg, et qui avait dans cet hospice fondé une chapelle décorée par Dürer pour les vitraux et pour le retable. Alors Dürer a ici dessiné en 1508 ce projet qui a été ensuite peint en 1511, tandis que le cadre a été sculpté non pas par Dürer mais par des collaborateurs d'après les dessins de Dürer. Le cadre est aujourd'hui à Nuremberg et le tableau à Vienne. Et donc nous avons ici l'un des grands projets peint et sculpté d'Albrecht Dürer qui montre que certes c'était un grand graveur mais c'était aussi un immense peintre. L'exposition de Chantilly propose une rencontre au sommet entre 3 des plus grands maîtres de la Renaissance et de l'histoire de l'art tout court, Albrecht Dürer, Léonard de Vinci et Raphaël. Ces 3 maîtres se sont jamais rencontrés. En tout cas, Dürer n'a jamais rencontré ni Raphaël ni Léonard, d'après les archives. Et cependant, ils ont élaboré tous les 3 une sorte de dialogue grâce à ce médium de la gravure qui pouvait voyager et que les uns et les autres pouvaient collectionner. Et notamment, ce qu'on peut voir ici juste derrière moi, c'est le jeune Raphaël qui, en Italie centrale, entre 1502 et 1503, va s'inspirer d'une gravure de Dürer pour l'un de ces grands cartons conservés ici au musée Condé de Chantilly. Ce sont des putti, des angelots qui sont en train de jouter alors qu'ils sont juchés sur des cochons sauvages ou des sangliers. Or, ces cochons sauvages s'inspirent d'une gravure de Dürer, le fils prodigue, où on le voit, le fils en train de faire repentance dans la cour de la ferme de son père, entouré par les cochons de la ferme. Et donc on voit très vite finalement ici, quelques années après la création de cette gravure, celle-ci être diffusée largement, notamment en Italie, et le jeune Raphaël s'inspirait d'Albrecht Dürer
pour son carton, sans doute destiné à une fresque. Et toute la section est justement dédiée à ces échanges via la gravure entre ces grands maîtres. On voit que tout au long de la carrière de Raphaël, celui-ci va regarder et assimiler certaines gravures de Dürer. Il y aura même des échanges de dessins entre les maîtres. En tout cas, on conserve à l'Albertina de Vienne un dessin de Raphaël annoté par Dürer. Et on aura la même chose avec Léonard de Vinci. Léonard de Vinci et Albrecht Dürer ont nourri un dialogue fécond grâce à la gravure. Nous avons ici plusieurs exemples qui nous entourent pour illustrer ce phénomène d'échange artistique entre Nord et Sud qui va fonder la Renaissance européenne. Léonard a beaucoup travaillé notamment sur la question des proportions des chevaux et le jeune Dürer, puis le Dürer de la maturité, va s'inspirer des gravures de l'entourage de Léonard qui vont s'inspirer de ses recherches sur les proportions équines. Et puis juste derrière moi, un autre dossier important, c'est celui des entrelacs. Alors c'était un motif en Italie du Nord autour de Milan assez populaire, que ces entrelacs sans début ni fin, dont on a peine à percevoir finalement la destinée et le message originel. Vous avez juste en haut deux gravures qui sont signées de l'Académie de Léonard de Vinci. Alors est-ce qu'il s'agissait de graveurs ou de collaborateurs de Léonard de Vinci? En tout cas, on est face à des motifs ornementaux tout à fait intéressants, peut-être philosophiques, peut-être humanistes ou peut-être juste décoratifs et esthétiques. Il s'agissait peut-être d'ailleurs de modèles pour la broderie, à vrai dire, on n'en sait rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, nous avons placé deux œuvres de la Bibliothèque nationale de France, de gravures sur bois qui sont monogrammées par Albrecht Dürer, qui reprennent les modèles de l'entourage de Léonard de Vinci. Donc même s'il n'y a pas eu de rencontre physique entre les deux maîtres, il y a un véritable dialogue très fécond qui a été créé grâce à ce médium de la gravure, et Dürer a pu se nourrir de toutes ces recherches menées par le génial Léonard de Vinci. Dans cette section, on étudie l'ampleur de la réception de l'œuvre gravée de Dürer auprès de ses contemporains nordiques. Ce qui est formidable avec Dürer, c'est la rapidité de la diffusion de ces estampes. Les premiers burins de Dürer datent des années 1495-1496 et dès avant 1500, il est copié par plusieurs graveurs. L'un des premiers graveurs à copier et à opérer des copies très fidèles des estampes de Dürer, c'est ce maître qu'on présente ici, donc Israël von Meckenheim, et on présente deux des premières copies de Dürer, donc copies gravées avant 1500 dans le monde germanique. On étudie aussi dans cette section les différents procédés de l'influence de Dürer, c'est-à-dire que certains maîtres vont opérer des copies vraiment très très fines et très très fidèles, c'est le cas d'Israël von Meckenheim. D'autres maîtres vont s'inspirer plus librement des estampes de Dürer, et c'est le cas d'un maître actif à Strasbourg qui s'appelle Hans Wechslin, et on propose là aussi, comme souvent, donc c'est un des partis pris de l'exposition, des duos d'œuvres qui mettent en rapport l'œuvre de Dürer et l'œuvre du contemporain qui l'a influencé. On présente aussi dans cette section les rapports que Dürer a entretenus avec les deux autres plus grands graveurs germaniques de la période, qui sont Lucas Cranach et Hans Burkmer. Alors, cette section est consacrée au rapport que Dürer a entretenu avec la nature, puisque c'est évidemment une des grandes constantes de l'art de Dürer que de vouloir imiter, voire surpasser la nature. Et Dürer nous dit lui-même dans ses écrits théoriques, plus vous imitez la nature, plus votre peinture sera belle. Donc on présente ici certains des chefs-d'œuvre absolus de Dürer dans ce domaine, et on combine à la fois sa fascination pour le monde végétal et pour le monde animal.
Alors pour ce qui concerne le monde animal, on présente ce superbe dessin qui représente une tête de cerf, un dessin très célèbre conservé à la Bibliothèque nationale de France et qui rend bien compte de l'intérêt de Dürer pour la nature dans toute sa diversité. Il s'intéresse à la vie mais aussi à la mort, et donc c'est le cas avec cette tête de cerf décapitée et transpercée d'une flèche avec un rendu naturaliste absolument incroyable, et vous noterez notamment le reflet dans l'œil du cerf mort. Alors le pendant en gravure, si on peut dire, de cette tête de cerf, c'est le très célèbre rhinocéros de Dürer, une gravure sur bois gravée en 1515. Alors pour cette gravure qui est probablement une des estampes les plus célèbres de Dürer aujourd'hui, et qui, déjà à l'époque de Dürer, a rencontré un immense succès, a été édité à de très nombreuses reprises, Dürer s'empare ici d'une actualité retentissante. Le rhinocéros, pour les hommes européens de Dürer, c'est un animal tout à fait exotique. Il n'y a aucun rhinocéros sur le sol européen. L'actualité retentissante, c'est qu'en 1515 arrive par la mer à Lisbonne un rhinocéros en provenance d'Inde, rhinocéros qui est un cadeau diplomatique envoyé au roi du Portugal. Ce qui est aussi exceptionnel, c'est que Dürer ne voit pas ce rhinocéros. Dürer ne s'est pas rendu à Lisbonne, le rhinocéros n'est pas venu à Nuremberg, donc Dürer n'a pas vu le rhinocéros. Ce n'est pas une étude d'après nature. Il a eu en revanche connaissance de croquis et de descriptions réalisées par des hommes qui sur place avaient vu le rhinocéros, et il se sert de ces sources de seconde main pour concevoir sa composition. C'est une œuvre qui est monumentale, pas tant dans son format que dans l'impression qu'elle dégage, que dans la force qu'elle dégage. C'est une représentation du rhinocéros qui n'est pas complètement naturaliste. Alors, cela s'explique par deux choses. Dürer, encore une fois, n'avait pas vu de lui-même, de ses yeux, le rhinocéros, mais Dürer aussi, très probablement, accentue à dessein le côté exotique et presque fantastique de l'animal pour justement concevoir une gravure qui va vraiment marquer les esprits de ses contemporains, et le pari est réussi. C'est vraiment une gravure qui fait date, et encore au XVIIIe siècle, dans les écrits scientifiques, on se sert du modèle de Dürer pour représenter le rhinocéros. Alors c'est aussi dans cette section consacrée à l'imitation de la nature qu'on présente les cuivres qui sont peut-être les trois cuivres les plus célèbres d'Albrecht Dürer, ces cuivres qui ont été appelés par le grand historien de l'art Panofsky les cuivres magistraux, la Mélancolie, le Chevalier, la mort et le diable, et le Saint Jérôme dans sa cellule. Ces trois œuvres ont beaucoup en commun. Ce sont probablement les sommets de la maîtrise de la technique de la gravure sur cuivre, une très grande virtuosité dans le maniement du burin. Ce sont aussi des œuvres, notamment la Mélancolie et le Chevalier, la mort et le diable, qui sont très complexes d'un point de vue iconographique. Et toutes les trois, ce sont des œuvres qui rendent bien compte de toutes les ambitions que Dürer assignait à son art, et particulièrement à la gravure. Je l'ai dit, l'iconographie de deux de ses pièces, la Mélancolie et le Chevalier, la mort et le diable, est complexe, et Dürer lui-même nous dit dans ses écrits qu'un bon artiste, que le véritable artiste doit être capable de produire des compositions originales à l'iconographie originale, et c'est parfaitement ce qu'il fait avec ces deux œuvres, notamment donc évidemment la Mélancolie, qui est une œuvre abondamment commentée, qui est une œuvre pleine de symboles, et qui est probablement, si on veut résumer un sujet extrêmement complexe, une allégorie conjointe à la fois des arts libéraux et de la géométrie, et une allégorie de l'artiste mélancolique lui-même. Et le Chevalier, la mort et le diable, là aussi de longues interprétations et de longues pages dans l'historiographie pour savoir s'il s'agit du chevalier chrétien qui parcourt le monde sans se laisser détourner par le diable et sans craindre la mort, ou si au contraire il s'agit du mercenaire qui va piller et ravager les campagnes environnantes de Nuremberg, accompagné justement du diable, et qui est destiné à une mort certaine et à une issue fatale. En janvier 1519, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Maximilien Ier décède. Or, il s'agissait d'un des mécènes, un des protecteurs d'Albrecht Dürer.
Sa pension qui avait été octroyée par l'empereur va cesser et finalement Dürer va vouloir que celle-ci soit prolongée grâce à l'autorisation du successeur de Maximilien Ier, son petit-fils, l'empereur Charles Quint. Dürer va donc souhaiter rencontrer Charles Quint et va se rendre à Aix-la-Chapelle pour assister au couronnement de Charles Quint en 1520 et lui demander la prolongation de cette pension, ce qu'il va obtenir. Il va en profiter pour s'établir pendant plus d'1 an dans les Flandres, notamment à Anvers, qui est un peu la capitale économique et artistique de ces régions qui dépendaient du Saint-Empire romain germanique. Et là, il va vendre ses gravures, il va surtout rencontrer des artistes, rencontrer un certain nombre de grands personnages, voir aussi les curiosités du pays, les curiosités naturelles, les curiosités ethnographiques en quelque sorte. Il va s'intéresser aux costumes, il va aussi aller voir les œuvres des Flandres. Ça va être le retable de l'agneau mystique à Gand dû au frère Van Eyck, ça va être la Madone de Bruges de Michel-Ange. Il va rencontrer des artistes comme Lucas Delette, qui est un graveur qui va beaucoup dialoguer avec Albrecht Dürer, et puis il va chercher des mécènes comme le dessin l'évoque juste derrière moi, qui est la tante de Charles Quint, qui est Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, une immense mécène, grande collectionneuse qui possédait par exemple les très riches œuvres du duc de Berry, l'un des fleurons de la collection du musée Condé de Chantilly. Et Dürer va essayer de la séduire en lui proposant un grand tableau et en lui montrant des dessins préparatoires, et notamment ce dessin qui est juste ici, qui vient des collections de Chantilly, qui est une sainte conversation avec plusieurs saints destinée à plaire, à satisfaire Marguerite d'Autriche. Malheureusement, celle-ci ne va pas donner suite, ça va être un échec pour Albrecht Dürer, mais néanmoins elle va bien vite se consoler en découvrant toutes les merveilles de ces Flandres. Et c'est un voyage qui va durer plus d'1 an, je vous le disais, qui est extrêmement bien documenté grâce au journal de voyage d'Albrecht Dürer, où on suit jour après jour toutes ses pérégrinations, toutes ses rencontres, toutes ses dépenses aussi. Et puis grâce à son carnet de dessins aux Pays-Bas, composé de 15 feuilles, dont nous avons la chance à Chantilly de présenter et de conserver 3 des feuilles qui ont été collectionnés par le duc d'Aumale. Et grâce à ces dessins à la pointe d'argent sur papier préparé, extrêmement précieux, extrêmement précis, on peut voir les paysages qu'il a traversés, les édifices qu'il a pu admirer, comme ici l'hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle qu'il a pu voir lors du couronnement de Charles Quint, et puis un certain nombre de personnages qu'il a rencontrés. Donc des feuilles extrêmement précieuses qui ne peuvent pas sortir de Chantilly grâce au testament du duc d'Aumale et que je vous invite à admirer ici jusqu'au 2 octobre.